Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Magnizer Returns 2014. Minasan konnichiwa, perfectigion des. En 2014, soit plus de 5 ans après avoir initié la collection Burning Action Super Heroine Gaiden de Zen Pictures, Magnizer... Stop! On a déjà fait cette blague la première fois et ça va fait rire personne. Je disais donc, 5 ans après, Magnizer allait revenir dans un nouveau volet de cette collection, intitulé Magnizer Returns 2014. Cependant, contrairement à ce que ferait penser le titre, il ne s'agit pas d'une suite, mais d'un reboot. Aya Katsuji reste cependant fidèle au poste, mais dans un rôle différent. En effet, si dans le premier elle était une novice qui devenait super-héroïne un peu du jour au lendemain pour prêter main forte à sa senpai de sœur, senpai est un terme japonais pour désigner une personne ayant plus d'ancienneté. Qui a dit qu'on ne s'instruisait pas en regardant mes vidéos? Dans ce reboot, en revanche, c'est Ayaka qui est la senpai, devant coacher une super-héroïne novice venue lui prêter main forte. Way to move up, sweetie. Voyons à présent si ce reboot est à la hauteur de l'original. Ikuzo! Le film commence par un pré-générique où nous faisons connaissance avec l'une des deux héroïnes du film, Rie, que nous voyons rentrer chez elle, faire son entraînement, réviser ses cours, avoir un flashback sur sa rupture avec son petit ami, bref, beaucoup d'expositions qui ne servira absolument à rien de tout le film. À part, à la rigueur, le passage où on voit qu'elle possède une Dragon Ball, enfin, je veux dire un Soul Crystal, mais à part ça, on aurait pu supprimer tout ce passage sans que ça gêne la compréhension du film. Et en un sens, il aurait peut-être mieux valu la supprimer, vous comprendrez pourquoi par la suite. On enchaîne sur le générique, dans lequel les deux actrices principales font des katas dans le vide, et de manière prévisible, c'est Aya Katsuji qui est la plus impressionnante des deux. Puis nous faisons connaissance avec la méchante du film, la souveraine de l'Empire Jammu. Hydra? Perdu! C'est Mura dans le reboot. Mura qui pèse contre le fait que, insérer un flashback ici, Etsuko, alias Magnizer, s'est emparé d'un Soul Crystal qu'elle convoitait, terrassant un de ses monstres au passage, au terme du premier combat du film. Fin du flashback. Mura fabrique donc un nouveau monstre, en se faisant cuire un œuf à la coque, à moins que ce soit un Kinder Surprise. Enfin bref, elle fait apparaître un nouveau monstre donc, qu'elle charge d'une double mission, récupérer un autre Soul Crystal et supprimer Magnizer. On enchaîne sur Magnizer en train de se promener tranquillement, quand tout à coup... Attendez une seconde, comment elle a fait pour pas le voir? Il l'a attaqué de face quand même, il s'est téléporté ou il était invisible, c'est un prédateur Ah oui, et pour la petite histoire, lors du tournage de cette scène, il y a une des prises où Ayaka s'est quelque peu vautrée. Voilà, maintenant vous savez pourquoi il y a certaines scènes où elle arbore une superbe bosse. Elle réussit malgré tout à lui échapper, et on la retrouve un peu plus tard, en train de chercher le Soul Crystal à l'aide de sa bague qui fait détecteur. Ils ont enregistré un canon qui recule pour faire le son ou quoi? Alors oui, j'ai souvent comparé les Soul Crystal au Dragon Ball, mais comme détecteur, ça ressemble moins au Dragon Radar de Bulma qu'au bracelet détecteur d'Omégaèdre de Supergirl. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Mura veut utiliser les Soul Crystal pour conquérir le monde, Pilaf veut utiliser les Dragon Ball pour conquérir le monde, et Selena veut utiliser l'Omégaèdre pour conquérir le monde. Est-ce que je ne viendrai pas de poser les bases d'un crossover potentiel entre Magnizer, Dragon Ball et Supergirl? Donc Sabagradar l'a conduit jusqu'à la nana du pré-générique. Ah bah oui, hein, pourquoi s'emmerder à contourner une barrière quand c'est tellement plus classe de sauter par-dessus? Ah, c'est super héroïne, faut toujours qu'elle se la pète. Pas le temps de lui expliquer, si Ria a le Soul Crystal, Magnizer doit l'emmener en lieu sûr avant... Oups, trop tard.
Elle tente d'affronter Cancer, mais n'est pas de taille contre lui. Ah oui, et sinon, y a personne qui s'est rendu compte avant qu'il soit trop tard que vu de dos, son pagne ressemblait un peu trop à autre chose. Du coup, Rie tente de lui venir en aide, mais... Bon, en même temps, c'est le début du film, elle n'a pas encore de super pouvoir, donc c'est normal qu'elle soit un peu nulle. Mais alors que Cancer s'apprête à les rôtir... Elles sont sauvées par l'intervention du professeur Deus Ex Machina. Et nous les retrouvons ensuite dans son laboratoire, où Rie et le spectateur avec elle ont droit à un peu d'exposition. Donc blablabla, Empire Jammu, blablabla, Soul Crystal, blablabla, sauver le monde. Rie n'est pas très convaincu, mais accepte néanmoins de leur confier son Soul Crystal pour des analyses. Ah oui, d'ailleurs, vous vous souvenez le Soul Crystal qu'on voyait Etsuko récupérer au début du film? Eh ben, vous pouvez l'oublier parce qu'on ne le reverra plus du tout de tout le film. Ils en reparleront même pas, hein. Alors bon, peut-être qu'ils ont perdu les Soul Crystal qu'ils avaient utilisés dans le premier film et qu'il leur restait juste assez de budget pour en acheter un seul. Je sais pas, quoi qu'il en soit, ça fait quand même déjà 2 scènes qu'ils auraient dû supprimer au montage pour que le film soit plus cohérent. Rie rentre ensuite chez elle en mode « Je t'en ficherai, moi, des menaces pour l'humanité ». Quand elle aperçoit Cancer en train de massacrer un innocent, et s'enfuit. Attendez une seconde, pourquoi Cancer fait ça? Sa mission, c'était pas 1, de récupérer le Soul Crystal, et 2, d'éliminer Magnazer? À quel endroit il y a marqué tuer des civils innocents quand il les croise? Je veux dire, il est payé aux civils tués, il a un quota à remplir, ou c'est juste là pour bien nous faire comprendre qu'il est méchant? Est-ce que... on s'en doutait un peu quand même, hein? De son côté, le professeur Deus Ex Machina tente d'augmenter les pouvoirs de Magnazer de la même manière que dans le premier film, mais... c'est moi ou il y a des éclairs qui lui arrivent carrément sur le vagin, là? Le mec des effets spéciaux ne me fera jamais croire qu'il ne l'a pas fait exprès. Jamais! L'alarme anti-monstre de l'Empire Jammu retentit. Et Magnazer part donc l'affronter, se retrouvant ainsi face à sa victime de tout à l'heure. S'ensuit un combat durant lequel Cancer arrive à endommager la combinaison qui donne ses pouvoirs à Magnazer, et se téléporte avec elle dans un entrepôt où ils poursuivent leur affrontement. Ah, apparemment le talon d'Achille de Magnazer, c'est son pied, puisque visiblement il suffit de lui marcher dessus pour qu'elle puisse plus se battre. Bah ouais, il y en a c'est la kryptonite, il y en a c'est le gros orteil. Ils sont ensuite rejoints par Murat, qui a visiblement décidé de faire carillonner mon Sansuri. C'est plutôt sur ton gant qu'elle a craché, ou alors t'as l'anatomie bizarrement faite. Notez, ils avaient bien une prise, on avait effectivement l'impression qu'elle lui crachait à la figure, mais ils ne l'ont pas gardée, probablement parce que l'actrice qui joue Murat frappait accidentellement Ayaka pour de vrai. Et vous apprécierez au passage comment les actrices poursuivent néanmoins la prise comme si de rien n'était, jusqu'à ce que le réalisateur dise « couper » et que l'interprète de Murat passe aussitôt en mode « Pardon, je voulais pas, excuse-moi, je voulais pas te faire mal ». Ça, c'est de la conscience professionnelle. Pendant ce temps, à Veracruz... Rie rejoint le professeur Deus Ex Machina, parce qu'en voyant Cancer massacrer ce passant innocent sans pouvoir intervenir, elle a enfin réalisé la menace qu'il représente, et veut savoir comment elle pourrait les aider. Ah, c'était pour ça cette scène! Et justement, le professeur Deus Ex Machina a une deuxième tenue de Magnazer qui est pile poil à la taille de Rie. Oh ben ça tombe bien alors! Ils partent donc délivrer Etsuko... Comment ils l'ont localisé? Ta gueule, c'est magique. T'es pas censé intervenir quand y a pas de magie, toi! Ah, maintenant que Rie a des super pouvoirs, on va enfin voir ce qu'elle vaut au con...
Ok, d'accord, même avec des super pouvoirs, elle est nulle. Du coup, elle enchaîne sur sa super attaque finale de la mort qui tue, et j'adore comment Cancer, qui a pourtant largement le temps d'esquiver, se contente de rester sur place en mode non, pas la super attaque finale de la mort qui tue. Ah, je meurs. Quant à savoir pourquoi Etsuko n'utilise jamais cette attaque si elle est aussi efficace, ça... Je demanderais bien au scénariste, mais quelque chose me dit que lui non plus n'en sait rien. Mura n'est pas contente et fait apparaître un nouveau monstre appelé Kraken. Attendez. Pourquoi elle n'a pas fait chauffer son œuf cette fois? Je croyais qu'il fallait qu'elle les fasse chauffer à la flamme d'une bougie pour faire apparaître ces monstres. Et là maintenant ça fonctionne comme des Pokéballs? Est-ce que ce serait possible d'avoir une règle cohérente dans ce film? Et malheureusement pour elle, Rie est redevenu nul et se fait capturer par Kraken et Mura. Attendez, c'est quoi ce temps de réaction? Qui a monté ce film? Ah ça, pour insérer un plan sur le cul d'Ayakatsuji, et à votre problème. Mais faire un enchaînement correct entre deux plans, il voit ça qu'en 5e année de formation. Vous avez vu? C'est pourtant pas compliqué. Rie se retrouve donc prisonnière de Mura, ce qui veut dire qu'elle a à son tour droit à sa scène de torture. Et malheureusement, l'actrice ne semble pas savoir la différence subtile qu'il y a entre jouer quelqu'un qui souffre le martyre et jouer quelqu'un qui a une forte envie d'aller aux toilettes. Ah, on progresse. Ah bah voilà, je me disais aussi que c'était bizarre qu'Ayakatsuchi a eu droit à un gros plan sur son cul et pour elle. Comme ça, il n'y a pas de jalouse et tout le monde est content. Enfin, sauf peut-être les féministes. Mura contacte ensuite Magnizer et le professeur Deus Ex Machina pour leur demander de lui livrer le Soul Crystal en échange de Rie. Et ils ont bien du mérite à savoir où ils doivent se rendre, puisqu'elle a oublié de leur préciser dans sa demande de rançon. Rie ne tient plus debout, mais Etsuko a l'idée de fusionner avec elle. Pour devenir Magnizer One et terrasser Kraken. Avant que Mura ne s'enfuit en jurant que sa vengeance sera terrible. Et la scène finale montre Rie décider de garder son Soul Crystal et sa combinaison de Magnizer pour le cas où Mura referait surface, ce qui se produit justement à ce moment-là, putain de coïncidence, et le film se termine alors qu'elles partent la combattre en allant dans la direction opposée. Logique. Enfin, aussi logique que le reste du film, en tout cas. Korede Owarida. Ce reboot de Magnizer est très inférieur à l'original. Certes, il est moitié moins long, mais même cette durée plus courte ne suffit pas à tout excuser. Alors, au niveau des points positifs, Ayakatsuji est une fois de plus parfaite, et les costumes des héroïnes sont nettement plus réussis que ceux du premier, et tout particulièrement celui de Magnizer One, alors que c'était le gros bémol que j'avais trouvé à ceux de l'original. Et puis, il y a tout le reste. L'exposition est mal faite. Il y a des scènes qui ne servent absolument à rien à part faire du remplissage ou de l'exposition inutile. Mura n'a même pas le 10e du charisme d'Hydra, et surtout, Rie est une catastrophe. Ce personnage aurait mieux fait de rester une civile que Magnizer devait protéger, parce que dès qu'on essaye d'en faire une super-héroïne, c'est la Bérésina. Elle n'a qu'une seule vraie scène d'action où elle se montre pathétique. Et le pire, c'est que dans la scène d'intro, on nous l'avait montré en train de s'entraîner au combat afin de la positionner comme un personnage badass. C'est pour ça que j'avais dit que cette scène aurait vraiment dû être virée. Parce qu'à cause de ça, Rie devient ce qu'on appelle une faux action girl. C'est-à-dire un personnage qu'on positionne comme une nana badass et qui passe tout le film à perdre ses combats, voire à jouer les demoiselles en détresse. L'exemple le plus flagrant que je connaisse en la matière, c'est Ninja White dans Kaku Ranger.
Elle est le leader de l'équipe et surtout une princesse ninja qui a été formée dès sa naissance pour devenir une guerrière ninja, alors qu'à part Ninja Black, tous les autres membres de l'équipe sont des novices recrutés du jour au lendemain pour devenir des ninjas. Donc en théorie, elle devrait être la combattante la plus redoutable de l'équipe. Eh bien, mesdames et messieurs, le personnage pendant toute la série. Je ne comprends pas pourquoi il y a des fans qui la considèrent comme une héroïne badass. À ce point-là, on ne peut même plus dire que Ninja White est un exemple de faux action girl, c'est carrément un synonyme. Et Rie est une bonne candidate pour la deuxième position. Voilà, donc même si rien que pour Ayakatsuji, ça vaut quand même la peine de regarder ce reboot, on est quand même très loin du niveau de qualité de l'original. Un peu comme la quasi-totalité des remakes que nous propose Hollywood en ce moment d'ailleurs. Allez, Janet! Bon, c'est le début. Julius! Bon, c'est le début du film, elle n'a pas encore de super pouvoir, donc c'est normal qu'elle soit un peu nulle. C'est moi ou Chat est prêt à tout pour être dans mes vidéos?